Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des TCA en lien avec la multiplicité. Donc je me présente, moi c'est Angèle du système Ange et je suis avec le nuancier. Hello! Donc moi c'est Maria, je suis l'hôte du système nuancier. Moi et Ita, on est les principaux alters qui avons des problèmes autour de la nourriture et de l'alimentation. Mais on a aussi Rose qui passera dans la discussion parce que c'est l'un de nos protecteurs et notre caretaker, donc l'alter qui prend un peu soin du corps, de la santé mentale, etc. Et il est donc forcément pas mal impacté par ces problématiques-là. Oui. En premier lieu, on voulait revenir sur une définition des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est une pratique alimentaire anormale qui est associée à une grande souffrance psychologique ou psychique durable qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. Donc ça, c'est une définition qu'on a tirée de INICEA. Et par rapport au DSM-5, donc il y a aussi les troubles alimentaires sont reconnus par le DSM-5. Et les 3 grandes classes sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie ou l'hyperphagie boulimique qui est appelée aussi comme ça. Donc pour l'anorexie, c'est une restriction alimentaire avec des vomissements laxatifs diurétiques visant à une perte de poids significative par peur de prendre du poids ou se sentir un peu devenir en bon point, pour ne pas dire gros. La boulimie, c'est une prise alimentaire excessive avec des comportements compensatoires, donc toujours pareil, vomissements, laxatifs ou diurétiques. Et pour l'hyperphagie, c'est une prise alimentaire excessive et incontrôlée pour combler un vide avec une absorption en temps limité. Et ici, il n'y a pas de vomissement, d'utilisation de laxatifs ou diurétiques. On a lu une BD psy du docteur Alain Péroux, Jean-François Marmillon et Nathalie Hérault sur la victoire sur les troubles alimentaires. Et donc en fait, on a retiré quelques informations sur cette BD. Donc qui est concerné? On va avoir les États-Unis, le Canada, les pays européens, l'Amérique du Sud et la Corée du Sud. En Occident, il y a 3 à 5% de la population qui est concernée. Et en 2019, l'OMS, 14 millions de personnes seraient concernées. À partir de quel âge? Donc là, on va dire que les troubles alimentaires démarrent après 10 ans. Donc au niveau de l'adolescence, là, il va y avoir des changements au niveau du corps. Parce qu'avant les 10 ans, l'enfant, s'il ne se nourrit pas, c'est pas pour une raison de poids, c'est plutôt parce qu'il a peur de s'étouffer ou qu'il ne veut pas manger un certain type d'aliment, par exemple. C'est ce qu'on va appeler les troubles évitants restrictifs de la prise alimentaire. Et l'hyperphagie débute généralement après la vingtaine. Et pour à qui la faute sur les troubles alimentaires, c'est souvent une conjonction d'une vulnérabilité génétique, donc due à un terrain génétique, des facteurs précipitants comme un régime alimentaire strict, la puberté, les hormones, d'une influence culturelle ou d'une histoire personnelle. Donc une fois qu'on a fini ce petit récapitulatif qu'on voulait faire sur les TCA et les définitions, maintenant on va pouvoir parler de notre parcours et nos TCA en fonction de la multiplicité. On peut peut-être du coup commencer à se demander quels sont les alters qui sont concernés chez toi et chez moi, et puis quelles problématiques on a rencontrées. Donc, dans notre système, moi je suis donc l'une des alters concernées et je vous dirais bien que j'ai aucun trouble parce que j'ai un problème avec la définition du mot trouble au départ. On dit qu'un trouble, ça a un impact négatif significatif sur la santé et sur la vie en général, et moi, un impact négatif significatif, je ne sais pas le doser. Donc j'ai envie de vous dire que j'ai l'air de fonctionner, donc tout va bien. Du coup, c'est avec un grand sentiment d'illégitimité que je fais cette vidéo aujourd'hui, voilà. Mais sinon, techniquement, effectivement, j'ai du mal à manger. Et pendant longtemps, j'ai eu pas mal de difficultés effectivement à m'alimenter et j'aurais trop voulu vous dire mais c'est bon, c'est derrière moi et tout ça, et d'ailleurs j'étais trop prête à le dire quand on avait commencé cette vidéo. Sauf que bien sûr, depuis, c'est revenu, voilà, ces dernières semaines, je suis dedans. Donc je ne m'alimente pas peu ou pas assez fréquemment parce que je veux notamment garder le contrôle sur le poids, sur l'aspect du corps, parce que je me sens plus légère, parce que j'ai moins mal au ventre.
Il y a d'autres raisons aussi, ça a un caractère, sacrificiel ou punitif. Et puis la nutrition, c'est chiant. Faut que ce soit régulier, faut que ce soit varié, faut que ce soit sain. Alors oui, vous allez me dire: «C'est pas obligatoire», sauf que c'est bien ressassé dans la société, donc en fin de compte, il y a une espèce de pression sociale autour. Donc non, c'est pas obligatoire, mais concrètement, ben, on y est quand même bien confronté. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai cette horrible impression de jamais pouvoir y échapper, de devoir faire cette tâche qui ne me plaît pas de manière répétitive, tout le temps, et que je ne vais jamais pouvoir, en réchapper. Enfin voilà. Pour moi, ce que j'aurais dit, c'est que j'ai pas de problème spécifique avec la nourriture, parce que tout simplement je n'en consomme pas et que je n'ai pas besoin d'en consommer. Que c'est pas à moi de faire ça, que ça ne m'intéresse pas. Et accessoirement, ça a un côté aussi presque toxique. Je vois pas ce que la nourriture a à faire dans le corps. Je trouve ça extrêmement désagréable et donc il paraît que ça, en soi, c'est un problème. Donc pour ma part, moi je suis Rose, je suis effectivement le caretaker du système. Je n'ai pas de difficultés particulières à préparer à manger, à consommer de la nourriture et cetera. Par contre, j'ai plus des «problèmes» entre guillemets avec celles qui ne veulent pas s'alimenter. Après j'ai enfin comment dire? Je fais attention à ne pas avoir de problème avec elles directement. Des fois, c'est possible que je m'énerve un petit peu contre elles. Mais j'essaye de faire attention parce que, déjà, ça n'apporte pas grand-chose d'aller se fâcher. D'autant plus que, personnellement, j'ai peu de troubles, peu de problèmes mentaux, enfin, j'ai eu de la dépression et cetera, mais globalement, je ne suis pas confrontée à ces problématiques-là. Donc commencer à ouvrir ma bouche pour pouvoir dire que ça ne va pas et cetera, c'est un peu déplacé. Je ne sais pas ce que vivent les autres et du coup, je devrais faire attention à ne pas émettre de jugement trop hâtif ou autre. Ita et Na l'ont mentionné très brièvement, c'est presque plus l'aspect sacrifice qui prend énormément de place. Disons qu'il y a des haltères dans le système qui ont une croyance qui est que si tu veux quelque chose de positif, il va falloir que tu le payes. Parce que pour eux, tout est égal. Si quelque chose de positif se produit, quelque chose de négatif l'accompagne. Et donc, inversement, si tu fais quelque chose de négatif, tu devrais recevoir quelque chose de positif en échange. Par équilibre. De mon point de vue, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, néanmoins, après c'est un peu le problème du truc qui s'auto-entretient, tu vois? Genre tu vas manquer un repas, il va se passer quelque chose de positif, tu vas être là: «Ah, bah ça c'est le repas manqué» Oui, oui, et c'est ça, tu vas être persuadé que c'est parce que tu pas mangé. voilà, alors que ça peut être parce que, juste, tu de la chance, parce que tu as travaillé, parce que machin et cetera. Mais ça encourage tout ce qui est comportement, autodestructeur chez nous et ça marche beaucoup, beaucoup aussi. Mmh. Du coup, je pense que je vais être la seule à parler, aujourd'hui, donc je vais parler pour moi. Les troubles alimentaires, c'est quelque chose que je connais depuis que je suis petite. J'ai un peu du mal à me trouver dans la définition qui dit que ça commence qu'à partir de 10 ans, parce que j'ai l'impression que c'était bien avant mes 10 ans. Ça a toujours été, un contrôle, de poids, mais aussi financier, dans le sens où il fallait pouvoir acheter, de la nourriture et que tout le monde en ait. Donc j'ai toujours eu un problème vis-à-vis de la nourriture, sachant que ça coûte cher et c'était pas forcément pour m'alimenter, c'était plutôt un comme si c'était un échec de devoir acheter de la nourriture parce que ça coûtait trop cher. Et après, bon, au niveau de l'adolescence, bien sûr, c'est arrivé pour un contrôle de poids, notamment, par rapport à l'anorexie, donc pour éviter de grossir. Aujourd'hui, je suis toujours concernée par l'anorexie, même si ça se voit moins. Je mange pas parce que j'ai une flemme de cuisiner, en fait. Dans le sens où je déteste cuisiner et j'ai une flemme de cuisiner et je pense que je me cache derrière cette flemme en disant: «Bah, vas-y, j'ai la flemme», mais en fait, c'est parce que j'ai pas envie de manger. C'est plus simple de dire: «J'ai la flemme de faire à manger» plutôt que «j'ai pas envie de manger». Donc mon cerveau a un peu, traduit ça comme ça, dans le sens où, bah, je fais pas à manger parce que j'ai la flemme, mais en fait, c'est surtout que c'est trop dur de manger. Et j'ai toujours réussi à maintenir mon poids jusqu'à la fin de l'adolescence et après j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui m'ont fait prendre beaucoup de médicaments. Enfin, j'avais déjà toujours eu des problèmes de santé, mais là où je suis restée en fauteuil roulant pendant 1 an et demi,
Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de poids et en peu de temps, j'ai pris 25 kilos. Donc en fait, on voit pas physiquement que je fais de l'anorexie, mais plus moi je vois mon corps, plus ça m'incite à ne pas manger. Selon l'IMC aujourd'hui, je suis censée être en surpoids. Et donc c'est compliqué de se dire qu'un chiffre nous met en surpoids ou non. Donc j'étais, il y a quelques années, en maigreur inquiétante au niveau de l'IMC. Aujourd'hui, je suis en surpoids, donc comme quoi on peut faire les deux tout en étant anorexique. J'ai été suivie par une diététicienne parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne ma vie en main pendant plus d'1 an, sauf qu'en fait, elle m'a dit au revoir gentiment parce qu'elle ne sait pas gérer les troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc aujourd'hui, on a réduit les inflammations avec des alimentations non inflammatoires, donc j'ai moins mal au ventre, mais j'ai toujours autant de ballonnements et toujours le poids qui continue de grandir sur la balance. Après, quel impact pour le corps et sur notre mental alors? Alors, moi, en toute mauvaise foi, je dirais qu'il y en a aucun et que ça va très bien. Et moi, de manière un peu plus, réaliste, je peux vous dire que si, il y en a, que quand on manque, des repas trop fréquemment, bah, bien sûr, il y a une fatigue qui s'installe. Bah, dernièrement, du coup, comme Na vous l'a dit tout à l'heure, elle a remis le couvert avec, des repas sautés ou très allégés. On s'est tapé une semaine de maladie après, une fois que sa crise de stress était passée. Donc si, il y a quand même des conséquences et il y a aussi une certaine instabilité mentale. Na, elle déprime beaucoup plus vite, elle stresse beaucoup plus vite et cetera et déjà qu'on a d'autres problématiques émotionnelles, liées à la dépression et cetera. Lors de ces phases-là, en plus, où on commence à manquer des repas, c'est vraiment ouvrir la porte pour accentuer toutes les autres difficultés qu'on va rencontrer. Mmh. Et toi? Bah moi je dirais que j'ai pas de problème parce que j'ai pas de problème de poids, dans le sens où je suis pas maigre, tu vois? Donc ça fait qu'aujourd'hui je me dis pas, j'ai un problème alimentaire parce que mon corps n'est pas en maigreur, donc il en manque pas. Tu vois? C'est si mon corps est bon en point et bah il manque pas de nourriture. Donc c'est hyper dur de se dire que tu souffres de comportements alimentaires alors que tu perds pas de poids, tu en prends alors que je mange pas. Donc au final, je me dis que j'ai pas de problème de ce côté-là. C'est un déni total, hein. Donc psychologiquement, en fait, j'ai l'impression que ça impacte rien. À part que je dors, Et tu crois que c'est lié à ça? bah, le corps a peut-être pas assez d'énergie. Donc je me dis que ça peut peut-être empirer la fatigue chronique que j'ai déjà. Je dors, donc je vais pas manger. Donc tu manges pas, donc Et ça puis aide des pas. fois, quand j'ai la flemme de faire à manger, je me dis: «Tiens, si j'allais dormir, comme ça, tu pas faim». Oui. Voilà, et des fois, je me réveille en plein milieu de la nuit et je fais: «Oh là là, j'ai trop mal au ventre». En même temps, j'ai sauté 2 repas peut-être dans la même journée parce que je dormais. Donc c'est très donc je pense qu'il y a la fatigue chronique qui est déjà présente, mais plus je mange pas, plus je suis fatiguée et le corps, il a pas assez d'énergie. Et en même temps, bah, la dysmorphie que j'ai par rapport à mon corps fait que je me vois grosse, plus grosse que je ne le suis. Et dans ma tête, je me sens enfin, en tant qu'haltère, je suis hyper maigre, tu vois? Et je me sens pas à l'aise dans le corps. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux parce que je vais encore moins manger. Comme je suis fatiguée, je vais pas bouger, je vais pas faire de sport, donc je vais encore, m'entasser dans ce cercle vicieux. J'ai ça aussi, dans l'inner, je ressemble limite à un squelette et avec Ita, par exemple, on apprécie beaucoup quand on commence à voir les autres. «Ah, ça commence à ressembler à ce à quoi je ressemble dans l'inner». Mmh. J'ai Rose derrière qui me dit, mais je «Nous autres, c'est bon, nous on n'est pas un squelette, c'est bien aussi quand le corps c'est pas un squelette». Mmh. Oui, parce que les autres haltères ont pas besoin de cette morphologie, Non, voilà. ils en ont pas besoin. Et du coup, quel impact sur le système pour vous? Ben, déjà, il y a tout ce qui est les tensions entre haltères, les
Alors, je l'ai dit qu'aujourd'hui, j'essayais quand même de faire un peu plus attention à, ce que je disais, à ce que je pensais, à comment je traitais les haltères qui ont ces difficultés-là, parce que c'est des difficultés que je ne peux pas connaître et pas éprouver moi-même. Mais, c'est vrai qu'au début, et je le fais encore certaines fois aujourd'hui, j'ai tendance à m'énerver assez vite avec eux, en mode: «C'est pas compliqué de manger pourtant». Donc apparemment si, ce que j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à comprendre. Mais bref. Après, je dirais que ces difficultés justement ont évolué et qu'aujourd'hui on a plutôt une force au sein du système en fin de compte, puisqu'on arrive à s'aider les uns les autres. Comme Ita l'a dit, lui il ne mange pas. Si justement Ita se retrouve au front pour aller déjeuner, on switch sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et chez toi? Enfin chez vous du coup? Bah, moi, j'ai pas la possibilité d'interagir avec mes haltères. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils pensent. Mais derrière mon dos, par contre, ils font manger. Dans le sens où, derrière mon dos, au bout d'un moment, si j'arrête de manger et que je suis trop fatiguée ou sous-alimentée, je vais avoir un switch qui est fait avec Camille, qui va, elle, aller acheter du pain pour que je mange du pain au Nutella, parce que c'est la seule chose qui passe quand je suis en crise. J'allais dire c'est le pire trigger du monde, tu sais? La batterie du corps est trop faible? Appelons Camille. Ouais, bon, elle a d'autres triggers, ça va, mais c'est vrai que je pense que c'est pas une adulte, mais c'est peut-être la personne la plus responsable du système Écoute, d'un côté. c'est elle qui va l'acheter, c'est toi qui le manges en Oui, plus. c'est ça. Elle a le seum? Non, je pense pas. OK. Non, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le bon, là, c'est critique, il faut absolument aller acheter du pain. Est-ce qu'elle te fait des tartines? Non, je fais, mais tout. Elle va OK. juste acheter le pain et moi, une fois que je l'ai, c'est bon, je suis tranquille, tu vois? Je sais que je vais manger la baguette en entière. Alors que juste avant, je disais: «Ah non, pas de repas». Elle a déjà essayé autre chose que la baguette de Nutella? Non, mais il y a rien qui marche après. Je veux rien d'autre. OK. Au lycée, par exemple, quand je faisais des crises d'anorexie, c'est là où j'ai fait le plus long, genre 1 an entier, où j'ai pas mangé et où j'ai dépassé j'étais en dessous des 48 kilos. Et c'était le pain, je pouvais manger que du pain. Pourtant, tu dis le pain, ça fait gonfler, ça fait grossir et tout, mais il y a que le pain qui passait. Est-ce qu'on passe à l'impact sur l'entourage extérieur? Ouais, vas-y. Ouais. Chez nous, je sais qu'on a eu pas mal d'inquiétudes et d'incompréhension de la part de proches, notamment de la famille, alors ça dépend de qui dans la famille, mais sinon, nos amis nous ont jamais trop pris la tête avec ça, notre ex un peu. Enfin, vu que Na ne le communiquait pas exactement parce qu'il avait beaucoup de mal aussi à exprimer pourquoi elle le faisait. Un peu sa seule justification, c'était: «Mais regardez, ça m'impacte pas tant que ça». Au taf, on a des remarques comme quoi on est fatigué, tout ça, puis vu qu'on est moins efficace, le taf a tendance à s'accumuler. Et chez vous? Bah, chez nous, depuis qu'on a pris du poids, c'est plutôt la prise de poids qui inquiète, le fait de la restriction alimentaire. Est-ce que la prise de poids les inquiète autant, plus ou moins que quand tu étais en sous-poids? Ah, mais quand j'étais en sous-poids, personne s'est inquiété. C'était, juste, je faisais du 32 taille de pantalon et genre moi j'en étais fière, tu vois? De dire: «Ouais, je rentre dans du 32, Après j'ai commencé le 34 et puis après, bah, il y a commencé à avoir les antidépresseurs, les nouvelles molécules pour le dos et ce qui fait que, bah, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids et puis après, le fauteuil. Les gens s'inquiétaient pas du tout quand j'étais maigre. Maintenant, c'est plutôt une question d'apparence, plus qu'une question de bonne santé. C'est, bah, là, fais attention, tu as pris beaucoup de poids. Oh là, tu as beaucoup de joues. Oh, Ah donc les gens s'inquiètent pour ton apparence, oui, c'est vis-à-vis ça, de l'augmentation de ton poids, mais pas pour ta santé vis-à-vis de l'augmentation de ton poids. c'est Parce que ça. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'idées aussi préconçues sur, l'impact de l'augmentation du poids sur la santé. Là, je dis préconçues parce que je dis pas qu'il y en a aucune, mais je dis que c'est très dramatisé et que souvent, on va te dire que dès que tu as pris du poids, c'est la raison de toutes les maladies que tu peux avoir, alors Mmh. que bon, c'est Bah, pas là, vraiment le ça cas. c'est quand même une aggravation de la maladie que j'ai déjà parce que le poids qu'il y a sur le dos fait que ça aggrave mes problèmes de dos, des problèmes de muscles, ce qui fait que, bah, c'est un cercle vicieux. Mais j'arrive pas à perdre. Du coup, Mmh. je vais à la salle, je mange sain, je mange sans gluten, sans lactose, sans rien et pourtant, je perds pas de poids
Et donc c'est ça qui a plus inquiété ma famille, mais je pense que c'est le côté physique, enfin morphologique qui les inquiète plutôt que parce que, maintenant que je suis plus ronde, enfin je suis pas très ronde, mais enfin moi je me vois ronde, hem, bah, jamais ils vont se dire: «Bah, elle mange pas», puisque j'ai du poids. Jamais tu vas te dire: «Bah, elle souffre d'anorexie», Ah tu oui, vois? OK, je vois ce que Jamais tu veux tu vas dire. te dire: «Elle mange pas» et pourtant, quand je suis seule, je mange pas. Et est-ce qu'ils t'incitent en plus à manger moins? Bah, ils me disent: «Alors on en est où avec la diététicienne et le régime?» Tu vois? Ça tu là: bah, comment dire? Ça n'avance pas, je prends du poids». Et le pire, c'est que j'ai des amis qui souffrent de crise d'anorexie et même quand j'y étais chez eux pour les aider à manger et cetera, eux n'arrivaient pas à manger, moi non plus. Par contre, quand je suis avec ma famille, même si c'est très dur au niveau de la gorge, personne va se rendre compte que j'arrive pas à manger ou à déglutir. Parce que tu vois, quand, je vois des aliments, ma gorge se serre et je peux pas manger. OK. Mais quand je suis en repas de famille et cetera, en fait, ils vont juste voir que j'ai mangé en moins grande quantité qu'eux, mais je vais quand même avoir mangé les mêmes choses qu'eux. Donc ils s'en rendent pas compte que tu manges pas, en fait. Juste, bah, tu manges en moins grande quantité. Mais au repas de famille, généralement, c'est lui-ci qui va manger et moi, je m'en rends pas compte. Ou alors j'arrive au moment où je fais: «Purée, j'ai faim». En fait, on a déjà fini le repas. Et tu en ayant faim alors qu'elle a mangé? Ouais, et j'arrive en ayant faim alors qu'elle a mangé. Ou alors des fois, elle a plus faim et du coup, elle me dit enfin, pas elle me dit parce qu'on n'arrive pas à communiquer, mais je me retrouve au front alors que je lui dis: «Oh là là, on a déjà j'ai mal au ventre, on a déjà dû beaucoup manger avant et j'ai encore tout ça à manger», mais juste parce que ça lui plaisait pas comme nourriture. Juste parce que ça lui plaisait pas, c'est-à-dire? Bah, elle me fait arriver Ouais. parce que ça lui plaît pas ou elle a plus faim. Du coup, elle dit: «Tiens, bah, tant pis, il y a quelqu'un d'autre qui mangera pour moi», tu vois? Ah oui. Et moi, je suis là: «Oh non, pourquoi moi?» Ouais, tu es pas obligé de manger si. Il faut pour terminer l'assiette et tout ça, sinon c'est la remarque de la famille. Bah, c'est quand tu es invité, le moindre des choses, c'est de manger, quoi. Bah, ça dépend de ce que Et tu manges, en quelle quantité et tout, mais effectivement si elle ouais, t'a quand c'est les repas de famille, tu manges avec une entrée froide, une entrée chaude, l'apéro avant, le plat, le digestif, le dessert, c'est les repas de tu as famille. déménagé à l'autre bout de la France là. Ah bah, voilà, tu vois? Ça, c'est des conseils pertinents que je donne. Déménager à l'autre bout de la France pour Vous éviter de manger en vous avez famille. je vous en prie, c'est gratuit. Et du coup, on va parler un peu de la prise en charge. Au niveau de la prise en charge, on n'a pas été suivis pour le sujet, donc on a un peu gardé ça pour nous et on a quand même commencé une thérapie, même si elle est pas centrée sur le sujet des difficultés autour de la nourriture. En fait, la thérapie nous a permis et dépresseurs aussi, mais ceux-là, on les prend depuis un bon moment. Tout ça a fait que, on arrive à traiter les autres causes à côté qui nous amenaient à manger moins. Ça permet de réduire la dépression, les idées noires. Des fois, enfin, se priver de repas servait justement de traitement, de superbe traitement à ces problématiques que vivait Naria. La thérapie, ça a permis d'améliorer ce point-là. Autre chose, c'est que, on l'a testé, effectivement, ça marche plutôt bien pour elle. Le fait de ritualiser les repas et de rendre ça comme une espèce de routine régulière. Et elle sait qu'elle doit faire attention, par exemple, à ne pas manquer de repas parce que manquer un repas, en fait, c'est ouvrir la porte à l'opportunité d'en manquer d'autres derrière. Parce que ça devient addictif, en fait. J'en ai manqué un, OK, bah, je peux en manquer 2. Je me sens plus légère, allez, j'en manque un troisième, et cetera, et cetera, et cetera. Et je le fais aussi en me motivant en pensant aux autres haltères parce que Rose et puis, Wael qui est un autre de nos haltères qui veille notamment au bien-être mental et ben, suffisamment de choses à gérer comme ça. Donc je me dis qu'effectivement, si je peux éviter de remettre ça sur la pile, que doivent traiter, Wael et Rose, eh bien, je prends. Et pour Rita, bah, c'est ce que je disais effectivement qu'au départ c'était pas un problème pour moi. Maintenant, effectivement, le point sur lequel j'ai peut-être pas été très précis, c'est que j'ai aussi tendance à encourager Naria à ne pas s'alimenter.
C'est quelque chose que je fais notamment pour elle. C'est elle qui, au départ, par exemple, voulait éviter de manger, donc moi je l'encourage dans ce sens-là. Dernièrement, on avait déterminé qu'on voulait travailler d'une manière différente, changer notre manière de procéder. Donc du coup, vu qu'elle avait aussi moins de pensées à la «je veux réussir à manquer de repas, je veux réussir à me priver de nourriture», j'avais aussi moins besoin de l'encourager dans ce sens-là. Tu peux prendre la suite si tu veux. OK. Bah, pour moi, ça a pas été pris en charge, un peu au lycée, parce que, bah, c'est le moment où j'ai fait ma plus grosse dépression, je pense. Puis la crise d'anorexie qui a duré au moins 1 an à cause de problèmes au lycée. Et c'était l'infirmière, scolaire et un surveillant qui vérifiait, puisque j'étais interne, que je mangeais à chaque repas. Parce que moi, j'allais à la cantine avec mon plateau et je repartais comme si j'avais déjà mangé. J'avais pas, je dissociais à chaque fois. Et il y avait de la nourriture sur le plateau? Oui, il y avait de la nourriture sur le plateau, mais moi j'ai pas mangé. Enfin, tu vois, genre, j'ai posé le plateau, je sais pas ce qui se passe, je suis déjà en train de partir de la cantine et je jetais tout. Parce OK. que pour moi, j'avais mangé. J'étais persuadée d'avoir mangé. C'est pas mal ça. Là, je me dis que la multiplicité joue quand même un sacré rôle parce que déjà, apparemment, je m'enfuyais de l'internat, j'étais même pas au courant. Donc, tu vois, là, je posais mon plateau, j'étais persuadée d'avoir mangé, et je le remettais et je partais. Voilà. Donc après, quand un des surveillants a compris ça, c'était vraiment, il vérifiait que j'ai mangé. Il me disait voilà, tu manges ça, 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 et après tu pourras sortir. Mais ils t'en ont parlé? Enfin, ils se sont rendus compte que t'étais pas au courant, que enfin, la discussion a Non, dû du être coup, non, ils extrême. se sont pas rendus compte enfin, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est aujourd'hui, en ayant en ayant connaissance de la multiplicité, je me dis, mais en fait, je posais mon plateau, je sais pas ce qui se passait, et après, bah, c'est fin de l'histoire, quoi. Très bonne communication encore une fois. Voilà. Et du coup, après, maintenant, c'est ma psychiatre qui est au courant. Je lui dis de temps en temps, mais en fait, elle est pas derrière moi pour me dire: «Va manger». Heu, Mais donc est-ce qu'elle t'aide là-dessus? on n'a jamais vraiment parlé de l'anorexie ou tout ça. Enfin, elle le sait que j'ai des problèmes pour manger, mais C'est pas un truc que vous traitez? non. Parce que tu veux pas? Ou parce qu'elle te l'a pas proposé? Ou parce que tu y as pas pensé? Non, je pense que déjà le gros problème de dépression, ça prend tellement de temps dans la séance. Tu vois, on va parler de la dépression, on va parler un peu de ce qui s'est passé avec les haltères, mais comme elle est pas spécialisée, du coup, c'est un peu vaste et elle essaie de comprendre en même temps que moi. Du coup, on est toutes les 2 à avancer progressivement et du coup, c'est vrai que, bah, déjà, ça prend tellement de place que l'anorexie, c'est passé un peu à côté. Sachant qu'en parallèle, je fais de l'hyperphagie, donc tu te dis: «Ouais, bah, c'est pas grave, il y a dans ma semaine, j'ai mangé un énorme repas, je me suis goinfrée, du coup, ça compense». C'est pas vrai. Je pense que ça marche pas trop comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Mais Non. psychologiquement, tu te dis: «C'est bon, j'ai mangé un gros repas dans ma semaine, je me suis goinfrée jusqu'à avoir mal au ventre, à pleurer de manger». C'était déclenché par des trucs en particulier? Non, Enfin, même pas, même pas, ou pas que tu pas identifié peut-être? je sais pas. Ça m'arrivait beaucoup quand j'étais en études. Là, depuis que j'ai arrêté les études, j'ai pas eu de crise, je crois, d'hyperphagie. Non, mais c'est vrai que c'est une sacrée source de stress quand même, l'école. C'est clair. Mais donc je pense on a de la chance de se dire que même avec le stress du travail, ça revient pas tant que ça, tu vois? Ouais. Et je Ouais. voulais revenir tout à l'heure quand tu as parlé de restriction par punition. Ce qui fait que, à cause de l'école, j'avais très, très peu de temps dans mes révisions avec le master et cetera, que je me disais: «OK, je mange pas le temps que j'ai pas fini cette tâche». Ça pouvait me prendre 2 heures et je me privais parce qu'il fallait absolument que je réalise cette tâche pour le master. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais ça depuis des années. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur tout ce qui est les troubles alimentaires et le système, en fait, c'est la partie multiplicité? Bah, manger à ma place, ça m'irait. De quoi? Que mes haltères mangent à ma place, ça m'irait, mais ça marche pas comme ça. Bah, visiblement, même quand ils le font, en fin de compte, tu as quand même des problèmes quand Lucie le fait. Ouais, j'ai faim et après je me retrouve avec, de la nourriture que j'ai pas demandé. Mmh.
Et tu disais par contre que, Camille avait des triggers. Vous avez jamais essayé de la trigger pour qu'elle mange ou un truc comme ça? Non, je crois qu'elle a jamais mangé. Ah, oups. Enfin, Camille? il y a pas un moment où après je me souviens pas quand ils viennent. Mais je crois pas qu'il y ait un moment où elle soit venue pour manger. Et tu me dis pas que non, c'est Lucie qui vient pour les repas de famille, Ouais. c'est ça? Ouais. Bah oui, attends, tu parles de cadeaux, Pâques, du chocolat, forcément elle vient toujours au repas de famille. Il y a toujours un truc qui se passe, tu vois? Il y a toujours des cadeaux, il y a toujours un gâteau. Donc forcément, moi j'arrive à ce moment-là et des fois je me réveille, bah c'est le gâteau, quoi. Ouais. Mais je crois que Camille n'est jamais venue manger. Et à chaque fois qu'elle est là, de toute manière, c'est pour travailler. Et le problème, c'est que elle est insomniaque. Donc c'est très. Elle est insomniaque. Donc quand elle est là, elle va travailler, 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 ne pas manger. Mais donc je sais pas si c'est un altère qui mange. Il y a des altères qui peuvent ne pas manger. Bah, et Camille ne mange pas. Ouais, mais j'arrive pas à concevoir que ils ressentent pas la faim ou. Il va ressentir la faim, mais comme une sensation désagréable. De la même manière que genre si tu t'étais cogné, t'as un bleu, donc c'est désagréable, mais tu peux rien y faire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et après, de toute façon, c'est l'intérêt pour lui aussi de ne pas être au front. C'est de ne pas avoir à sentir en fait, Ita est probablement entre guillemets «mort» dans l'1 heure ou quelque chose comme ça, ou en tout cas son n'a pas de fonctionnement biologique, de la même manière que respirer le fait énormément chier. Donc en général, il fait ses frontes assez vite parce que Il faut respirer. respirer est assez pénible et ça arrive fréquemment que quand Ita soit au front, il le fasse, pas vraiment en apnée, mais effectivement que des fois il arrête de respirer pendant un bon moment. De temps en temps, il prend une grande inspiration. Donc c'est la même chose, tu vois? Il le fait parce que c'est chiant, mais Ils ont pas la mais il aime pas fonction. ça, quoi. Ils ont pas la fonction manger. Bah, il peut le faire. De toute façon, il le fera, par exemple, s'il sent que c'est nécessaire pour protéger, d'une manière ou d'une autre, mais pour lui, manger n'est pas nécessaire, n'est pas une tâche, ouais, qu'il devrait avoir à effectuer. Ou même pour le corps, enfin, il comprend que le corps va avoir besoin de nutriments pour pouvoir le cramer et fonctionner, mais il n'est pas d'accord avec ça. Et donc parce qu'il est pas d'accord avec ça, il estime qu'il va pas le faire, donc il le fait pas. C'est complexe. Très complexe. Il y a un autre truc lié à l'alimentation aussi qu'on n'a pas dit. L'une des raisons aussi pour lesquelles, ils ont manqué pas mal de repas, c'est parce que pour eux, s'alimenter, alimenter le corps en énergie et c'est faire une action, du coup, Qui maintient le corps en vie. qui maintient le corps en vie. Et tu fais quelque chose de «positif» entre guillemets pour te maintenir en vie. Et nos 2 suicidaires là, ben, pour eux des fois c'est un peu compliqué, enfin, ils se traînent, toute la dépression, ils sont là genre: «Mais j'ai pas envie de faire ça parce que sinon ça veut dire que je suis d'accord avec le fait de rester en vie». Ouais, je comprends. Ouais, je comprends bien. Donc voilà, on sait s'amuser. Je réfléchis juste rapidement si on a d'autres, anecdotes ou aspects spécifiques en lien avec la multiplicité, mais globalement, je pense que ça peut se résumer comme ça. Les haltères ont des rapports différents avec la nourriture, ont des goûts différents, ont des facilités pour certains à manger ou à préparer des plats. Ita n'aime pas ça, mais par exemple peut cuisiner, mais il le mangera pas. Ouais, tu vois, pour les goûts différents, moi, j'ai pas de goûts différents. Ah ouais? Ouais. Ah, en fait, je sais pas, vu que de toute façon, Oui, je m'en souviens pas, mais je veux dire, je me suis jamais retrouvée à acheter un aliment que je vais jamais manger. Ouais, voilà. Par contre, Lucie, si je sais que quand elle fronte, elle va manger beaucoup de chocolat et elle va s'endormir avec le chocolat dans la bouche. Alors quand je me réveille le lendemain matin, j'ai la pâteuse. J'ai la bouche pleine de chocolat, genre limite t'as bavé sur le coussin marron tellement Oh mon Voilà, donc Dieu! à chaque fois que Lucie s'endort, je sais que je vais me réveiller avec du chocolat dans la bouche.